Bienvenue dans notre podcast dédié au processus de scaling up et à la gestion des ressources humaines. Je suis Adrien Vautier, étudiant à Audencia. Bonjour, moi c'est Guillaume Lemaire, également étudiant à Audencia. Dans cette série, nous explorons les récentes évolutions du secteur du conseil et des pratiques avec les experts d'Amaris Consulting. Aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies de développement de l'entreprise, du rôle de l'entrepreneuriat et de la manière dont les politiques RH s'adaptent pour soutenir la croissance. Agathe Dréau est avec nous aujourd'hui. Elle est HR partner chez Amaris Consulting. Merci Agathe d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour partager votre précieuse expérience. Agathe, bienvenue dans notre podcast. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Agathe Dréau. J'occupe aujourd'hui chez Amaris Consulting donc une double casquette de responsable du département RH pour l'entité Amaris en France et de juriste en droit social. Donc j'ai en charge la définition du déploiement, la définition de la stratégie RH et le déploiement de la stratégie RH sur l'ensemble des entités Amaris Consulting en France, et également le management et l'accompagnement de mes équipes RH qui travaillent donc pour la France sur tous les sujets en lien avec l'application du droit du travail, l'application de nos différents process internes et l'accompagnement des managers. Pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas Amaris Consulting, pourriez-vous présenter brièvement l'entreprise et souligner ce qui la rend unique dans le domaine du conseil ? Oui, bien sûr. Amaris Consulting, c'est une entreprise indépendante de conseil en technologie qui a été fondée en 2007. Elle offre des solutions et des conseils aux entreprises. On est aujourd'hui présent dans plus de 60 pays, donc sur les 5 continents. Elle compte plus de 7600 collaborateurs et on travaille avec plus de 1000 clients à travers le monde. Ce qui distingue aujourd'hui Amaris Consulting dans le domaine du conseil, ça va être tout d'abord notre expertise diversifiée. On va travailler dans des secteurs tels que les services financiers, le transport, la santé, la technologie. On va venir apporter des solutions adaptées à chacun de nos clients. On a une approche centrée sur l'innovation. On va travailler avec des marques pionnières en termes d'innovation RH. Et enfin, on est présent mondialement avec une expertise locale, ce qui va nous permettre d'avoir une compréhension globale des marchés et en même temps une connaissance approfondie des spécificités locales. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel ? Qu'est-ce qui vous a amené chez Amaris Consulting et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'entreprise ? J'ai commencé chez Amaris Consulting en tant que juriste en droit social pour la France. Pourquoi Amaris ? Initialement, c'était pour sa présence à l'étranger parce que je voulais avoir une expérience à l'étranger, mais tout en travaillant dans le droit français. Donc, les deux sont pas forcément toujours compatibles. Rapidement, j'ai élargi le périmètre en devenant la juriste sociale des pays francophones du groupe. Donc, la France, mais aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la Tunisie, le Maroc, etc. J'ai travaillé en plus de cette casquette de juriste sociale sur la mise en conformité d'Amaris à la nouvelle réglementation RGPD lorsque elle est sortie en 2018. Je suis sur la partie protection des données personnelles des salariés. J'ai toujours, tout au long de ma carrière, travaillé sur des projets plutôt transverses, comme notamment l'intégration des nouvelles entités sur le plan RH et social. Et c'est ça qui m'a amené en 2022, du coup, à reprendre la responsabilité du département RH d'Amaris France. Donc, pour être honnête, avant de démarrer chez Amaris Consulting, j'avais pas la vision sur toutes ces opportunités de carrière horizontales, verticales. C'est pas ça qui m'a donné envie de le rejoindre, mais c'est quand même le côté international et intrapreneur d'Amaris. D'accord. Et quel est votre rôle actuel chez Amaris Consulting et à quoi ressemble une journée type pour vous ? Je vous le disais, moi, mon rôle, c'est la gestion du département RH pour Amaris France. Et j'ai une troisième casquette aussi, j'en avais pas parlé, mais c'est toute la partie diversité-inclusion pour le groupe Mantoux. Donc, je suis en charge de la définition et du déploiement de la stratégie diversité-inclusion pour le groupe. Donc, en réalité, j'ai pas vraiment une journée type avec l'intégralité des missions que je fais. C'est quand même beaucoup de réunions parce que moi, je suis basée à Barcelone et je travaille avec des salariés qui sont majoritairement basés en France. L'objectif, c'est de les aider dans leur quotidien, de pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir les accompagner, notamment par rapport à mes équipes, ou aussi par rapport, je travaille beaucoup avec les directeurs pour les aider sur des problématiques sociales et RH. Et quand j'arrive un peu à me dégager du temps libre, on va dire, par rapport à toutes ces missions d'accompagnement, je vais essayer de travailler sur des projets plus stratégiques pour le département.
comme tout l'accompagnement et la formation des équipes managériales. Récemment, on a travaillé sur comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle dans notre quotidien de RH, donc sur le déploiement d'un chatbot Ask Odin, ou ça peut être aussi des thématiques de changement de prestataire de paye. Enfin, c'est assez varié. Merci pour ces précisions. À présent, comment votre rôle a-t-il évolué depuis votre arrivée dans l'entreprise? Et est-ce que vos responsabilités ont évolué au fur et à mesure que l'entreprise a évolué? Alors, oui. Donc, du coup, je vous disais que initialement, j'ai été embauchée en tant que juriste social pour la France. Aujourd'hui, je suis toujours juriste social, mais je suis aussi DRH France. Donc, ça a quand même largement évolué depuis mon arrivée et les responsabilités avec. Oui, je dirais que mon rôle a quand même beaucoup évolué depuis mon arrivée. Amaris a mis en place une stratégie de hub pour aider l'entreprise à s'internationaliser rapidement. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne cette stratégie et pourquoi elle a été la clé du succès international de l'entreprise? Bien sûr. Donc, le hub, ce sont des bureaux majoritairement basés à l'étranger, dans lesquels on va regrouper les fonctions dites fonctions support. Donc, recrutement, légal, HR, marketing ou autres, finance, qui vont être regroupés donc sur des hubs pour pouvoir travailler sur la cohésion d'équipe. Et ensuite, ça nous permet aussi d'avoir une présence aux quatre coins du monde et sur tous les créneaux horaires, parce qu'on a des hubs en Europe, mais aussi en Amérique latine et en Asie. Donc, ça nous permet d'avoir un fuseau horaire complètement utilisé. Ensuite, du coup, sur le succès de la stratégie de hub, c'est qu'on envoie donc beaucoup de personnes qui sont assez juniors. Donc, ce qui fait qu'il y a une très, très bonne cohésion et une très, très bonne ambiance de travail sur les hubs. Ça nous donne envie d'y aller, ça nous donne envie de travailler avec les gens et de continuer à travailler ensemble. Et si je reprends mon exemple particulier, moi, j'ai commencé par 2 ans sur le hub de Bucarest et j'ai ensuite eu une mobilité sur le hub de Barcelone, sur lequel je suis depuis plus de 6 ans. Et c'est pour moi la force d'Amaris, c'est de pouvoir proposer des mobilités internationales à des personnes qui sont en général en soif d'aventure et qui ont vraiment envie d'avoir une expérience internationale. C'est pousser l'expérience internationale jusqu'au bout. Et aussi les relations qui se créent et qui vont parfois au-delà du travail, parce qu'entre expat, il y a des relations assez particulières qui se créent. Et oui, pour moi, c'est vraiment une force du groupe aujourd'hui. On sait aujourd'hui que le marché évolue rapidement, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Comment Amaris adopte-t-il l'intelligence artificielle pour rester compétitif et comment cette évolution technologique a-t-elle affecté votre stratégie de mise à l'échelle? Alors, c'est clair que pour le coup, l'essor de l'IA, il faut absolument la prendre en considération dans la définition de la stratégie. Ça évolue très, très rapidement. On peut être un peu perdu au début, donc c'est important de tenter des choses. On le sait, c'est qu'en aux horizons de 2030, il y aura 70% de nos missions actuelles telles qu'on les connaît qui auront changé. Je ne veux pas dire disparu parce qu'elles auront plutôt évolué, mais c'est important de travailler sur ce sujet-là. Donc, comment est-ce qu'on fait? On reste à l'écoute du marché, on reste attentif, on audite, nous, nos process en interne. Qu'est-ce qui peut être facilement automatisable? Qu'est-ce qu'on va faire du temps gagné? Parce que c'est aussi du temps qu'on va gagner derrière. Donc, comment est-ce qu'on va le traduire dans des missions avec une plus forte valeur ajoutée? Et il faut surtout tenter. Donc, chez Amaris, on a mis en place récemment, par exemple, les Olympic Games. Donc, c'est un challenge qui a été lancé au niveau du groupe où on a invité des salariés à venir présenter des projets orientés intelligence artificielle pour justement inciter les équipes à travailler ensemble sur ce sujet-là particulier de l'intelligence artificielle et voir comment est-ce que ça pouvait se traduire en actions concrètes chez nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on implique beaucoup les équipes parce que on est une entreprise d'IT, donc on a quand même des personnes qui s'y connaissent un minimum. Impliquer ces personnes et voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle chez nous dans nos process, tout en ayant quand même un coup d'avance sur ce que sera le monde de demain. Avec 7600 personnes dans 60 pays, comment Amaris s'assure-t-elle que les bons talents sont recrutés et retenus pour soutenir ses ambitions d'expansion? Et quelles stratégies de recrutement ont été essentielles pour trouver et gérer les meilleurs talents à l'échelle mondiale?
Donc, à Maris Consulting, on a mis en place une équipe de recrutement importante qui nous permet du coup de couvrir tous nos besoins et les ambitions d'expansion qu'on va avoir également. Je vous le disais, on parlait du concept de hub, où il y a beaucoup d'équipes de recrutement qui sont localisées dans des hubs. Donc, on va couvrir des fuseaux horaires qui nous permettent d'avoir des équipes de recrutement qui sont constamment à la recherche de nouveaux candidats et dans l'ensemble des pays, ou en tout cas la majorité des pays dans lesquels on est présent. Donc, on va pas se cantonner à un secteur qu'on connaît, une école qu'on connaît ou un pays qu'on connaît. On va vraiment aller à la recherche du meilleur candidat en local à l'international. Ensuite, à côté de ça, on va recourir à plusieurs types de contrats pour s'assurer que ça correspond aux besoins des candidats. Donc, ça peut être des stages, des VIE, des contrats d'apprentissage, des CDI évidemment. Donc, qui nous permet de couvrir tous les types de candidatures. Et après, moi, c'est pas ma spécialité le recrutement, donc je laisse ça aux experts. Mais pour avoir quand même passé beaucoup d'entretiens, il y a pour moi le côté feeling qui est hyper important et la volonté de réussir à placer la bonne personne au bon endroit et surtout de ne pas oser, de ne pas avoir peur plutôt de recruter des personnes qui seront potentiellement des personnes meilleures que soi pour pouvoir ensuite les faire évoluer dans les carrières qu'on peut proposer et dans l'organisation qu'on a au sein du groupe. Très bien, merci. À présent, quels ont été les défis avant le processus de passage à l'échelle et quels ont été les principaux obstacles pendant cette période? Ça, c'est un vaste sujet. Moi, quand j'ai rejoint le département RH, il y avait déjà beaucoup de process en place dont j'ai pu bénéficier. Donc, le processus de passage à l'échelle, je l'ai pas connu au moment, à son tout début. Mais par contre, le plus gros défi, je dirais, c'est vraiment d'embarquer tous les différents acteurs avec nous et de s'assurer que les process soient bien appliqués dans le temps. Parce que la plus grosse perte de temps, c'est de mettre en place dans un process, d'embarquer tout le monde et de se rendre compte après 6 mois que finalement, il n'a pas du tout été utilisé et qu'il n'a pas été suivi. D'accord. Et à présent, pour revenir sur l'IA, comment est-ce que vous l'avez intégré dans vos activités quotidiennes? Ce qu'on a fait, c'est que tout d'abord, on a commencé par auditer nos pratiques afin, d'une part, de voir ce qui était automatisable ou pas et d'autre part, de voir ce qui était le travail le plus valorisant pour les équipes. Donc, l'objectif, c'est bien d'automatiser les missions les plus automatisables et à faible valeur ajoutée. On a commencé par auditer tous nos process et les missions quotidiennes des équipes. Donc, c'est passé par un audit qui a été fait par les équipes parce que personne mieux qu'elles n'est capable de savoir ce qu'on peut automatiser ou ce qu'on ne peut pas automatiser. Et ensuite, on a défini des ordres de priorité sur ce qui devait être mis en place et ce qui pouvait être automatisable facilement. Donc, c'est-à-dire que quand on a des exemples positifs, quand on a des succès sur une intégration de l'IA, ça va un petit peu impulser les équipes sur le fait que, oui, en fait, on va y gagner à mettre en place d'autres formes d'automatisation. Et on a souvent des équipes qui soit vont avoir un petit peu peur de l'IA parce qu'elles savent pas s'en servir, parce que du coup, elles se demandent ce que leur poste va devenir demain ou autre. Donc, il y a vraiment un côté d'accompagnement, d'explication, de leur dire, demain, ton poste ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui, mais tu auras des actions, des missions avec une plus forte valeur ajoutée, où tu vas pouvoir travailler sur la stratégie, sur des projets qui vont être plus valorisants. Donc, ça, c'est comment on a souhaité le mettre en place. Et ensuite, comment ça s'est concrétisé au début par des petites actions. On a juste mis en place des transcripts pour ensuite pouvoir nous aider à résumer les entretiens ou autres qu'on passait. Donc, ce qui nous a permis d'être plus concentrés lors des entretiens sans avoir à faire des prises de notes automatiques. Et là, plus récemment, on est en train de travailler sur le lancement d'un chatbot HR, donc qui sera mis à disposition de l'ensemble des salariés, qui s'appellera Ask HR. Donc, les équipes HR construisent ce chatbot. Elles construisent évidemment tout le knowledge interne et on se rend compte quand même de l'intérêt de mettre en place ce genre d'action. Merci beaucoup. À présent, nous allons faire un focus sur la politique RH et l'entrepreneuriat. Amaris accorde une grande importance à l'entrepreneuriat. Pourriez-vous expliquer comment cette culture entrepreneuriale est encouragée au sein de l'entreprise? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire à mes équipes et aux candidats que je rencontre que personne n'est plus capable qu'eux-mêmes d'améliorer leur quotidien.
Donc, en gros, si quelque chose peut être amélioré dans leur façon de travailler, dans les process sur lesquels ils travaillent ou autre, c'est bien eux qui doivent être la source de ce changement et de cette amélioration continue. Et pour moi, ça va être un petit peu la base de ne pas dupliquer par défaut un process ou une action qui va pas forcément nous convenir ou qui nous convient plus. Donc, c'est toujours un petit peu difficile pour des équipes qui parfois ont leurs habitudes et connaissent bien leur métier de lever la tête un petit peu, de sortir la tête de l'eau, réfléchir comment est-ce que je pourrais améliorer ça. Parce que sur le moment, c'est un investissement en temps, mais derrière, ça va aussi te permettre de gagner du temps. Donc, pour moi, c'est un peu ce côté-là, c'est de jamais prendre les choses qu'on a l'habitude de faire pour acquises et comme étant la façon d'y arriver. Donc, de se remettre en cause et de pas hésiter à pointer du doigt ce qui peut être amélioré. Et ensuite, globalement, c'est de rester à l'écoute des propositions de chacun, à l'écoute des appétences de chacun. Et évidemment, ça passe aussi par le recrutement de personnes qui vont avoir des compétences que nous, on n'a pas en interne, qui va nous permettre d'atteindre un niveau qu'on n'avait pas avant et surtout d'avoir une autre vision de ce qu'on met en place en interne. Et dans la continuité, quel type d'accompagnement ou de formation est proposé aux collaborateurs pour prendre des initiatives ? Alors globalement, en fait, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de lancer des challenges. Donc, on lance souvent des challenges. Je vous parlais tout à l'heure donc de l'Olympic Games. Pour moi, c'est vraiment un exemple d'accompagnement. C'est pas forcément de la formation, mais au moins c'est une incitation qui est faite auprès des salariés pour prendre des initiatives. On met en place le challenge, on communique dessus. Il est ouvert à tous sur la base du volontariat, bien évidemment, sur des sujets variés. Donc, ça peut être sur des sujets plutôt orientés Olympic Games, on en a parlé. Ça peut être aussi sur des sujets plutôt responsabilité sociale, où on permet aux salariés d'avoir un budget qui est dédié à ces actions, de venir nous proposer la mise en place d'initiatives, donc plutôt côté écologique. Donc, que ça soit d'aller laver les plages, d'aller s'occuper de faire des récoltes de nourriture, de faire des maraudes ou autres. Donc, il y a vraiment ce côté où on laisse l'initiative aux salariés. Comment Amaris s'assure que les employés se sentent habilités à prendre des risques ou à expérimenter sans craindre l'échec ? Est-ce qu'il y a des histoires de réussite ou des exemples de projets qui n'ont pas fonctionné, mais qui ont tout de même contribué positivement pour Amaris ? Je dirais justement que comment est-ce qu'on incite les salariés à prendre des risques chez Amaris Consulting ? C'est à travers l'exemple. On a tous des connaissances de success story au sein d'Amaris. Donc ça va venir donner une impulsion positive à tous ceux qui souhaiteraient se lancer. Moi, ça fait plus de 8 ans que je suis dans le groupe et j'ai plein d'exemples donc de success stories qu'on pourrait illustrer. Que ça soit par exemple des managers qui ont commencé en stage chez nous et qui sont aujourd'hui EVP d'une région. Dans le département RH, on a une personne qui, pareil, a commencé HR officer en stage et qui est aujourd'hui HR partner de la marque Amaris. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment tous ces exemples qui vont venir prouver à tous les salariés qui nous rejoignent que il est tout à fait possible de commencer chez nous à un endroit et de se retrouver 5 ans après, soit dans le même département à une autre fonction avec plus de responsabilités, ou dans un autre département en fonction de la carrière qu'on envisage, de ce qu'on souhaite faire, de nos appétences ou autres. Chez Amaris Consulting, on donne vraiment la chance aux salariés. Et ensuite, après, c'est évidemment ceux qui vont se donner le plus de moyens qui vont forcément réussir. Moi, par exemple, je prends souvent mon exemple pour illustrer un peu ce côté quand j'en parle à des amis qui sont plutôt externes à Amaris Consulting. C'est que, en toute franchise et en toute honnêteté, je sais pas si j'avais monté ma boîte, si je me serais moi-même choisie comme DRH d'une entreprise Amaris France. C'est une entreprise qui compte quasiment 1000 salariés. J'ai pas forcément d'expérience en RH. J'ai une casquette plutôt juridique et pour autant, ça n'a pas du tout empêché mon chef à l'époque de me dire mais si c'est tout à fait possible, tu peux faire ça, moi j'y crois. Et en fait, c'est vraiment ce côté où c'est un accompagnement. Alors des fois, on a un peu l'impression d'être balancé dans la piscine et on sait pas trop comment le faire, mais c'est ça qui va nous permettre aussi de réussir,
de se trouver des compétences qu'on n'imaginait pas et d'avoir un sentiment un peu de fierté. Et après, c'est toutes ces histoires qui sont racontées et qui prouvent en interne que c'est tout à fait possible. Merci. Et du coup, quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs ou aux nouveaux collaborateurs qui souhaitent rejoindre Amaris Consulting? Moi, je dirais que du coup, mon conseil, ça serait vraiment d'oser faire les choses, de réussir à remettre en question, de penser un peu, comme on dit, out of the box et de pas se limiter à ce qu'on nous a appris ou ce qu'on nous a demandé de faire. Souvent, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et c'est d'ailleurs pour moi un peu le champ des possibles et c'est comme ça qu'on se crée aussi un poste qui nous intéresse et qui nous donne envie d'aller travailler tous les jours. C'est si par exemple, je prends mon exemple, moi j'avais une appétence pour tous les sujets plutôt orientés diversité inclusion. C'est parce que je me suis intéressée au sujet, parce que j'en ai parlé autour de moi, parce que j'ai voulu mettre des initiatives en place que on a su que j'étais intéressée par ces sujets et que derrière on m'a proposé cette casquette de directrice des projets diversité inclusion. Donc c'est vraiment ce côté d'oser y aller, de pas avoir peur des barrières et en général ça se traduit par des projets qui nous intéressent plus parce que c'est des projets qu'on a choisis. Dernière question, quels sont selon vous les principaux défis auxquels ils devraient se préparer dans un environnement professionnel en constante évolution comme le vôtre? Je dirais du coup pour les candidats et pour les salariés qui nous rejoindraient, c'est de pas avoir peur du changement. Parce que on le sait, on en a parlé beaucoup dans la presse autour de nous, c'est un peu sur toutes les lèvres, mais il y a l'intelligence artificielle qui arrive. On sait que ça va venir modifier ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on en parle à nos parents ou autres, ils voient ça comme quelque chose qui va venir un peu nous manger ou autre. Et je pense que c'est pas le cas aujourd'hui. Il faut vraiment apprendre à vivre avec la nouvelle technologie, notamment l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, et un peu l'anticiper. Et c'est le fait de l'anticiper qui va nous permettre de l'intégrer justement dans notre quotidien, de gagner du temps sur des missions qui ne nous intéressaient pas forcément ou avaient moins de valeur ajoutée, et justement pour réinjecter du temps dans des sujets qui nous intéressent plus, qui ont plus un côté stratégique, organisationnel, et de venir justement prendre ce temps qu'on aura gagné pour d'autres sujets. Donc ne pas le craindre et vraiment essayer de l'embrasser et de vivre avec et de l'intégrer dans son quotidien. Merci beaucoup Agathe d'avoir participé à notre podcast. C'est inspirant d'entendre parler de l'approche d'Amaris Consulting en matière de croissance et d'intrapreneuriat. Tous nos podcasts sont disponibles sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com.